Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvwa. Nyoswange tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvwa. Nyoswange tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvwa. Nyoswange tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Nous sommes en direct sur A30 Télévision et sur la page Facebook Actu 30. Très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'actualité où nous passons à l'émission à l'écoute, où nous passons en revue le sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Et pour ce jour, je reçois un habitué de ce plateau. Il s'agit de Monsieur Larousse Mouya, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Avec lui, nous allons commenter l'actualité en République démocratique du Congo, comme je le disais sur cet accord de paix signé entre la République démocratique du Congo, le procès Constant Moutamba, procès Joseph Kabila, remaniement du prochain gouvernement, mais aussi les nouvelles de son parti politique UDPS. Monsieur Larousse, bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Monsieur Larousse, on commence d'abord par votre formation politique. L'UDPS, on voit des réconciliations entre le camp Kabouya et Bizibou. Alors, quand vous parlez des camps, vous savez, dans une famille ou dans une situation de gens vivent ensemble, les différences, ça ne manque jamais. Mais la volonté de vivre ensemble et de construire un avenir commun a toujours été beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut avoir comme point de différence et de point de vue. Donc, ce n'est que normal dans une famille qui ait à un moment donné de points de vue qui diffèrent sur telle ou telle autre question, mais ce qu'on a en commun comme projet, ce qu'on a en commun comme vision doit toujours l'emporter. Et c'est ce qui est en train de se matérialiser en ce moment ici. Donc voilà. On a vu quand cet épisode a commencé, tout ce qu'il y avait eu comme commentaires de part et d'autre, mais on a souvent connu ça dans notre famille politique, et c'est même ce que le chef de l'État appelle avec ses mots, la vitalité démocratique. Et on s'est nourri de nos contradictions, parfois de nos différences. Et quand on a fini, parfois d'avoir des différends, et qu'on se remet ensemble, ou qu'on concilie, et qu'on rentre derrière la ligne d'un leadership défini, qui dirige effectivement le parti. En ce qui concerne le parti pour le moment, c'est l'honorable Augustin Kabouya. Et une fois tout ce qu'il y a comme point de vue, comme bloc, comme vision, comme camp, comme certains aiment à le dire, se remettent ensemble. Enfin, le parti n'en sort que renforcé. Voilà, parce que tous les fils et toutes les filles du parti se retrouvent tous ensemble et avec la même force de conviction, on va construire un parti encore plus grand, un Congo encore plus renouvelé. Dans cette démarche qu'on a vu, docteur Eteni Longono entamée, ça a été sur instruction de la haute hiérarchie. Vous savez, comme aime le dire l'honorable Augustin Kabouya, l'UDPS n'est pas un bien sans maître.
L'UDPS a bien des têtes qui sont dessus, qui la dirigent. Effectivement, en situation de tension, il y aura toujours des sages qui vont parler, il y aura toujours des autorités de référence qui vont donner des avis, qui vont donner des orientations, sinon taper du poing sur la table. Mais je ne saurais pas répondre avec précision dans le sens de la question que vous me posez. Tout ce que je sais est que tout le monde va s'aligner dans le sens de la cohésion, du respect des textes, du respect de l'autorité qui dirige les partis en ce moment, et pour la paix de tout le monde et pour la construction de ce qu'on a comme plan, comme la concrétisation de ce qu'on a comme vision, de ce qu'on a toujours eu comme plan, comme passion pour notre nation. Donc voilà, c'est... À un moment donné, chacun doit savoir quel est l'ordre. Oui, on a eu à avoir des points de différence, effectivement. Il arrive à un temps où il faut avancer. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Ce qu'on a en commun, les destins qu'on a en commun. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Même au-delà du parti, c'est notre patrie. Donc voilà. Et rien que pour ces raisons-là, c'est assez suffisant pour qu'on puisse faire l'union et continuer à aller de l'avant. Donc dans les prochains jours, nous verrons ces images où on voit Augustin Kabouya et Deo Bizibou côte à côte. Déjà, ces images ne seront pas inédites, si jamais elles circulaient, puisqu'on a vu que l'honorable Augustin Kabouya avait été reçu lors de consultations lancées par le chef de l'État, tenues par le conseil du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Ebiran Kolondeli, que l'honorable Augustin Kabouya avait été reçu avec son adjoint, qui est monsieur Deo Bizibou. Mais là, à l'époque, le parti ne s'attendait pas, mais là, on a l'impression que les choses tendent à s'améliorer. Donc voilà pourquoi on se demande, on aura cette image-là où les deux vont se... Des images de réconciliation. Déjà, j'ai dit que ces images ont existé, on les a vues être reçues. L'honorable Augustin Kabouya conduisant la délégation de l'UDPS avec à sa suite monsieur Deo Bizibou et les autres membres et les autres cadres du parti. Effectivement, on verra des images comme ça. On les a vues chez la très distinguée Maman Marthe, on les a vues à maintes reprises ensemble. Et on les problèmes là, il y avait encore des problèmes. Ils étaient chez Maman Marthe, on a vu, vous venez d'évoquer aussi chez le conseiller spécial, mais il y a eu toujours de problèmes. Vous pouvez voir un couple dans une situation de mariage, un couple ensemble, voilà, habillé de manière concordante et tout, mais vous ne savez pas quand il y a des tensions, quand il y a des points de différence. Mais ça n'empêche pas aux gens de marcher ensemble. C'est même ça qui construit la grandeur d'une structure comme un mouvement politique, comme l'UDPS. C'est ça. On doit toujours entendre le point de vue différent de l'autre. Savoir comment est-ce qu'on peut se recadrer, comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc, puisque personne n'est jamais parfait. Donc, c'est ça. Et quand on a des différends comme ça, c'est pas pour conduire le parti à sa perte, comme certains disaient. Non, c'est plutôt pour renforcer le parti. Et donc, c'est ce qui va être constaté, ce qui est déjà constaté aujourd'hui, ce qui va être constaté dans les jours à venir. Mais c'est qui ira le sein de l'UDPS plutôt... il paraît que ça vous a conduit à ne pas obtenir des postes avec les récentes nominations du président de la République. Il y a eu même avec cette polémique, Philadelphie a eu plus de l'avantage que par rapport à l'UDPS. C'est à cause que ça pas à cause de ça que vous cherchez maintenant à arranger, parce que il y a d'autres formations politiques, il y a d'autres personnes qui viennent obtenir le quota réservé à l'UDPS. Absolument pas. Il n'y avait jamais été défini quelque part que tel poste était spécifiquement réservé à l'UDPS. Les chefs de l'État est d'abord une entité à part entière et qui décide, qui prend des décisions qui cadrent avec sa vision de choses. Donc voilà, il peut nommer qui il veut, à l'endroit où il veut. Personne n'a dicté quoi que ce soit. Après, il est issu d'une famille politique, mais dès lors qu'on se retrouve à la tête d'une nation, on n'appartient plus qu'à sa famille politique, on appartient à l'ensemble de la nation. Donc voilà. Et moi, j'aime pas trop me lancer dans ce genre de polémique où on dit la Philadelphie est devenue une forme de cellule ou la branche spirituelle de l'UDPS et tout. Non, ça, ce sont des débats des réseaux sociaux. On ne veut pas faire l'union pour ça. Mais si on devait avoir une vision aussi secteur, je vais vous dire, mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un à la tête de la Banque centrale. Mais je ne vais pas parler comme ça, parce que monsieur... Est-il le fils de l'UDPS? Absolument, l'excellence André Ouamesso. Mais l'excellence André Ouamesso n'est pas allé à la Banque centrale de l'UDPS. Mais il y a eu permutation, mais il n'y a pas eu de nouvelle figure. Et lui, il a quitté le cabinet du président pour aller à la Banque centrale. Il est allé là-bas, pas pour servir l'UDPS, pour servir la nation. Et
celui qui a été placé aux côtés du président à un poste donné, quelconque, s'il appartient à une corporation ou il appartient à une forme de mouvement spirituel quelconque, il n'est pas là pour servir son mouvement spirituel, il est là pour servir les chefs de l'État. Mais qui n'est pas lequel chef de l'État est là pour servir tout le monde. Donc voilà. Et ceux qui ont une vision aussi secteur, moi je ne sais pas me retrouver dans ça, puisque avant tout je suis un nationaliste. Je suis un nationaliste républicain. Je ne sais pas me retrouver dans cette vision de choses. Donc voilà. Et l'UDPS, dans sa volonté, l'UDPS a toujours été, mais l'UDPS a toujours été plusieurs dans le sens des idées. Et aujourd'hui, l'essence des idées ne doit pas nous conduire à la cacophonie, à une certaine forme de capharnaüm où on ne sait plus reconnaître l'autorité qui est là. Mais depuis que cette situation de crise avait commencé, une seule personne a continué de représenter le parti jusqu'à ce jour. Il n'y a aucune décision officielle concernant le parti qui a été prise de l'autre bord. Donc je ne vais pas entrer dans cette forme de polémique. Et jusqu'à encore tout récemment, on a vu lors de la dernière réunion de l'Union Sacrée, qui est-ce qui représente les partis? C'est encore l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba, qui a toujours eu la signature, qui est non seulement secrétaire général du parti, mais qui est aussi le président en intérim. Donc, c'était une forme de différence de point de vue qui est allée un peu loin. À un moment donné, oui, il y a des différences de point de vue, effectivement, mais il faut savoir raison garder. Qui vous ont fait manquer de poste? Absolument pas. Absolument pas. Il y a, par exemple, dans le gouvernement qui sera mis en place. Et là, c'est pour le gouvernement, mais au sein des institutions, des entreprises publiques, l'État n'a pas vu. Est-ce qu'il y a eu, si vous en connaissez, vous pouvez nous donner de noms, est-ce que l'UDPS a obtenu le poste? Effectivement, vous êtes assez mieux averti que moi sur la question de l'information. Au FPI, à l'ANAPI, je ne veux pas être ici pour faire la litanie de tout ce qui avait été nommé. Ils ne sont pas des alliés. Qui sont, non, ils sont de fils maison de l'UDPS. Mais à un moment donné, si à chaque nomination qu'il y avait la grande majorité des FERUC que de l'UDPS, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, mais ils sont entre eux, on est entre soi et on ne recommande que les gens de son bord. Donc voilà, non. Le plus important, c'est quoi? C'est les castings que le chef fait, des gens qu'il valide ou pas, et qui méritent d'être à tel endroit ou pas, et à la fin, on verra ce qu'ils vont produire comme travail. Vous, ça vous frustre pas? Je suis un patriote. Si quelqu'un arrive pour faire un bon travail, je n'ai jamais été kabyliste, je n'ai jamais aimé ces camps. Mais si quelqu'un qui a appartenu à ces camps, et que le chef lui donnait un poste de grande responsabilité, il arrive à faire un bon travail pour la nation, pour le chef, mais moi je suis content, puisque c'est quoi? C'est les Congos qui avancent. Donc voilà, les plus importants c'est ça. Je ne suis pas très sectaire, non, rien que mon parti, rien que mon ethnie et tout, absolument pas. Puisque nous devons construire la nation. Et alors, concernant le prochain remaniement qui tarde, ça fait, cette annonce tient les Congolais plutôt en haleine. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce gouvernement où c'est probable que Mme Souminois sera reconduite comme première ministre? Le chef a confirmé, lors de la dernière réunion avec le cacique de l'Union Sacrée, le chef a confirmé bel et bien que Mme Judith Souminois sera maintenue à son poste. Et le gouvernement va changer. Il était temps, puisqu'il y a certains qui ont mérité et qui méritent de revenir. On n'a pas besoin de dire au chef, vraiment, il faut garder l'excellence Wagner, qui a fait un travail d'exception. Voilà. On n'a pas besoin de trop insister là-dessus. Et il y a certaines figures qui doivent effectivement partir, effectivement. Donc, c'était attendu. Et le chef a dit un gouvernement resserré et d'ouverture. Donc, et puis, il a annoncé 48 ministères. Voilà. On part de 52 à 48, ce qui, du point de vue arithmétique, est une réduction. Donc voilà. Moi, je vais dire à ceux qui vont être retenus, puisque certains vont avoir des calculs d'ordre politicien pour dire les échéances électorales pour 2028, il faut garnir ses comptes, garnir sa base, se préparer sur le plan de la popularité pour pouvoir se faire une certaine forme de crédit populaire et un crédit financier pour pouvoir se lancer dans les campagnes. Mais si on entre dans le gouvernement avec cette façon de voir, on commence à échouer dès l'entrée au gouvernement. Puisqu'on ne va pas travailler pour le peuple, on va travailler pour son propre crédit politique. Donc voilà, son propre avenir politique. Le pays est à un tournant historique. Nous sommes en train de sortir d'une crise sécuritaire qui nous a habité depuis plus de 30 ans. Une crise qui a complètement laminé la nation.
Il faut des gens consciencieux en ce moment ici, où on est en train de faire ces virages. Des accords qu'on signe par-ci et là avec le Rwanda, les deals économiques qu'on signe avec les USA, les changements du paysage ou la mutation dans le paysage économique, puisque beaucoup de fonds étrangers vont arriver, beaucoup de partenaires économiques étrangers vont arriver. Il faut des animateurs au niveau de l'exécutif très consciencieux, concentrés, très patriotes, qui seront concentrés essentiellement sur leurs tâches. Des gens qui ne vont pas avoir à cœur qu'est-ce qu'ils vont devenir après les élections 2028, des gens concentrés avant tout à accompagner la nation dans cette phase. Puisque ça va être une phase pas que faste, mais parfois aussi difficile, par exemple avec la fin de la guerre, la réinstallation de réfugiés qui vont arriver, qui trouveront leurs localités dévastées par ces barbares qui nous ont envahis. Voilà, ça ne sera pas évident, il faudrait identifier ces gens, il faudrait reconstruire leurs villages. Mais sur le plan national, continuer ce travail du renouvellement de notre système administratif, de la reconstruction de notre justice, monter en puissance de notre économie, de notre armée, ce sont des tâches qui demandent du profil de gens qui seront essentiellement concentrés à leurs tâches. Donc, ça c'est les chefs d'abord qui a un travail énorme par rapport au casting, puisque dans le monde politique, les gens sont là avec leurs actis. Ils sont là dans des postures, ils font semblant. Et une fois arrivés là, ils se servent d'abord eux. Donc, c'est un travail énorme pèse sur les épaules du chef, parce qu'une fois que ce gouvernement est sorti, alors on n'aura plus qu'à constater ce que chacun aura à faire. Donc, tu pensez que c'est le gouvernement qui va sortir, son challenge sera la situation sécuritaire dans l'Est? Absolument. C'est une question qui n'avait pas été traitée à la mesure de ce qu'on avait comme menace. Elle avait été traitée avec beaucoup de légèreté, puisqu'on comprend la nature, la profondeur de la complicité. On était émaillé par les 5e colonnes qui avaient infiltré les strates les plus élevées de notre appareil sécuritaire. Donc c'est pas un travail facile. Il faut des gens qui soient là à faire la politique, à travailler pour la nation, comme si c'était une vocation pour eux. C'est ça. Donc on n'a pas besoin de gens qui vont être là pour la posture, qui vont être là pour remplir des poches, effectivement pas. Pour des calculs politiques, si il faut contenter des gens comme... Vous pensez qu'il y a ce gouvernement d'ouverture, parce que ce ne sera pas la première fois que le chef de l'État qui est plutôt une formation d'un gouvernement d'ouverture, parce que là, d'ouverture, on pense qu'il y aura aussi ceux de l'opposition qui vont intégrer. Mais de l'autre côté, il y a certains des opposants qui disent qu'un gouvernement n'y met pas fin à la guerre à l'Est, c'est plutôt le leadership de la personne qui est à la tête de ce pays. Vous pensez qu'avec ça, on aura encore ces opposants auront tort de dire qu'un gouvernement ne met pas fin à la guerre? C'est normal que des gens soient dans ces postures-là. Qui sont ces opposants? Martin Fayoulou? Qui sont ces opposants? Olengankoï? Des personnes qui sont complètement finies. Qui sont ces opposants? Délice Sanga? Vous pensez qu'ils sont finis, ces opposants-là, qui émettent leur point de vue par rapport à la situation du pays, la situation sécuritaire? Vous pensez que ces opposants sont finis? Déjà, il y a une question, puisqu'il faut beaucoup plus de conscience. Ces gens ont été balayés lors des dernières élections. Si Sanga n'est même pas parvenu à se maintenir comme député, Olengankoï, c'est quelqu'un qui est fini, qui est allé se caser dans une institution dont l'importance, on la cherche. Voilà. Et qui passe son temps à nous faire des missifs matin, midi et soir, à nous faire des signatures grandes. Comme ça, à l'arrivée, rien. Mais c'est surtout des personnes qui se retrouvent dans une forme d'agenda qui est antipatriotique. Vous avez suivi les récentes commémorations pour ces pauvres malheureux qui ont perdu la vie dans des situations assez innommables. On a entendu des témoignages. C'était glaçant. Aucune forme de communication venant de ces gens-là, de ces blocs-là. Chez Sanga, Kikouni, Fayoulou, Olengankoï, voilà, Katumbi, Kabila, Jean du Peuple perdait rien. Chez nous-mêmes, c'est une coïncidence, on n'a rien vu. Vous vous rendez compte que la nation est en deuil, on commémore le nôtre. Aucun commentaire. Mais quand on fait des avancées et qu'on signe pour parvenir à mettre fin à cette question d'agression, qu'on signe des accords, qu'on paraphe de projets d'accords, là, ils montent au créneau pour expliquer que ça ne va rien résorber comme situation, afin de pouvoir traiter des questions de fond, il faut qu'il y ait dialogue. Dialogue avec qui? Avec tous ceux qui massacrent. Voilà l'hypocrisie. À un moment donné, on doit se dire, ils doivent arrêter de nous prendre pour de faibles d'esprit. On comprend spécifiquement. Donc vous pensez qu'ils ont tort?
Ils disent qu'un gouvernement, c'est le leadership de la personne qui est à la tête du pays et non à nomination, bien la formation plutôt d'un nouveau gouvernement. Parce qu'on a connu des gouvernements de warriors ici, en République démocratique du Congo. Depuis que cette guerre a commencé, aucun chef d'État congolais, aucun n'a tenu tête à Paul Kagame et à tout ce qu'il a comme cortège de malheur, comme le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il y a quelqu'un qui ose s'élever et dire que la situation actuelle a pour cause l'actuel chef de l'État, cette personne est complice de Paul Kagame ou cette personne n'a tout simplement pas de cerveau. Il n'y a pas trois solutions. Soit il est complice à Paul Kagame ou il a un problème d'intelligence. Voilà. On a commencé par monter en puissance notre armée. Il a commencé par dire non à toute forme de brassage et de mixage qu'on a connu avec Joseph Kabila, qui prenait des gens qui venaient de tuer, de massacrer les nôtres, qui les mettait dans notre armée, avec grade et fonction. Et ces gens exigeaient de rester à l'est de la République, là où ils avaient commis des massacres, là où il y avait des témoins de survivants de crimes qu'ils avaient commis. Et notre peuple a vécu dans la peur pendant plus de 30 ans. Et vous dites à quelqu'un qui a définir une route pour solutionner cette question de manière drastique en disant non, je ne coopère pas, je ne collabore pas. On va aller trouver la paix de manière définitive. Et vous dites que c'est lui la cause de la situation actuelle. Alors soit vous êtes complice à Paul Kagame, soit c'est tout simplement un problème d'intelligence. Il n'y a pas trois solutions. Bien, puisque vous parlez des actions du président de la République par rapport à la situation à l'est du pays, on a vu, ça fait déjà presque plus d'un mois que l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. L'accord de paix, il y a cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier. Jusque-là, quid de la mise en œuvre? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi jusque-là, le résultat, on ne sent pas cet accord produire des fruits? Alors, il y avait des préalables. Il y avait des mécanismes qu'il fallait mettre en place pour commencer l'exécution de l'accord. Donc voilà. Entre le 30 juillet et le 1er août, il s'est tenu aux USA, à Washington DC, 2 séries de réunions où d'abord, des comités qui représentent la RDC et le Rwanda ont paraphé des cadres d'orientation pour la mise en place de l'accord. Voilà. Et puis la mise en place de l'intégration régionale telle que définie dans l'accord, qui avait été défini qu'on devrait gérer certaines formes de ressources ensemble. La gestion de nos parcs, les parcs qu'on a en commun. La gestion ou le développement de certaines activités économiques qu'on a en commun sur la ligne frontalière entre nous et le Rwanda. Donc voilà. Il y a la question de mettre en place des infrastructures électriques, la gestion de nos parcs, le développement d'une certaine forme de chaîne de valeur d'exploitation minière. Et cela n'avait pas encore été défini, couché sur papier en termes de décret, en termes de plan. Et d'accord. Donc voilà. Ils ont paraphé les premières lignes qui vont définir les cadres de ces accords économiques et aussi les cadres de la mise en place de mesures sécuritaires définies dans l'accord de Washington. Cela a été fait entre le 30 juillet et le 1er août. Donc, ces mécanismes ont été installés et le bureau conjoint de surveillance de l'accord a aussi été tenu. Donc, ces préalables sont définis effectivement. Le Rwanda, pour sa part, devait faire valider l'accord au niveau de son Parlement et toute la ligne. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire de leur côté. Mais nous, jusque-là, cet accord n'a pas été validé au Parlement. Attendez, je poursuis. Il devait aussi être défini entre le Rwanda, les RDC et les HCR, une forme de protocole d'accord pour le retour de réfugiés. Donc voilà. Et c'est aussi un travail qui avait été fait. Donc il y avait toute une forme de panel d'assises qui devait être tenue, et des documents qui devaient être signés ou paraphés avant la mise en place effective de l'accord. Donc, on est allé, toute cette litanie est presque à sa fin, et bientôt, on va commencer par l'effectivité de la mise en place de l'accord, le retour des réfugiés, défini par les HCR, qu'est-ce qu'ils vont surveiller, quoi, faire quoi, la désignation de termes de référence, des animateurs de ces comités-là. Donc voilà, c'est un travail qui est presque terminé, et ensuite, dans les jours à venir, on va effectivement entrer dans la mise en place effective de ces accords. Qui dépend aussi de l'accord de Doha. Vous pensez que l'accord de Washington et les Doha doivent marcher ensemble? C'est un mixte.
si vous voulez. Mais au fond, si vous commencez même par lire ce qui est défini dans l'accord de Washington, signé le 27 juin à Washington, vous verrez que cet accord est cadré ou encadré par la résolution 2773 de l'ONU. Tout ce qui est défini dans l'accord entre la RDC et le Rwanda, aucune forme de principe, des termes de cet accord ne déroge à l'esprit de la résolution 2773. Et tout ce qui va être dans la même logique, sur le même souffle, dans tout ce qui va être défini dans l'accord de Doha entre la RDC et le M23, l'AFC, FPR et tout, voilà, rien de ce qui sera signé ne dérogera ni à l'accord de Washington ni à la résolution 2773. Donc on avait déjà vu l'accord de principe, on comprend qu'ils ne vont pas déroger à ça. Mais ces plaisantins du M23 ayant vu qu'ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient, le fédéralisme, l'entrée en marche dans notre armée, des places garanties dans l'administration congolaise, la libération en marche des prisonniers comme ils demandaient, la fin des poursuites judiciaires, la restitution de leurs biens comme ils l'auraient voulu, parce qu'ils disaient à la fin, non, ça ne nous fait rien, on va arriver jusqu'à Kinshasa. Ils ont vu qu'à Doha, ils n'ont pas obtenu ça. Ils sont venus ici faire un chantage, que si on ne libérait pas les prisonniers, on ne rentrerait pas à Doha. On a dit, ah bon, ok, faites. Et hier, qui est-ce qui était annoncé à Doha? Eux, ils sont déjà arrivés. Voilà, les prisonniers n'ont pas été libérés. Puisque le chef de l'État a une volonté ferme de mettre fin à cette agression, mais de manière définitive, et nous allons y arriver. Ce n'est que comme ça on va y parvenir. Donc, c'était prévu le 8 août, il y aura un accord qui sera signé entre la RDC et le M23. Ce sont les prévisions qui sont en cours, donc on va suivre, on laisse aux négociateurs et de faire leur travail, on leur fait confiance, et à la fin de tout ça, la République sortira gagnante, la RDC va gagner. La victoire est déjà nôtre sur plusieurs aspects, donc voilà. Mais est-ce que l'accord de paix, l'accord de Washington vraiment apporte vraiment des garanties de paix en République démocratique du Congo? Moi, je crois à ma nation, à mon peuple. C'est comme ça que je me suis engagé trop jeune. Et je sais aussi qu'on ne peut pas vivre en autarcie, qu'on a besoin de l'autre, nos partenaires. Mais je sais surtout qu'il faut compter sur soi. Voilà. Qu'on a un grand travail, c'est ça que j'ai dit. Notre travail est immense. On doit construire une armée forte, disciplinée. On doit restructurer notre justice. Parce que si la nation se trouve où elle est aujourd'hui, il y a des politiciens véreux, mais surtout les magistrats véreux. Puisque tous les politiciens qui ont cassé, qui ont détourné, qu'est-ce qui les a rassurés de continuer dans cette façon de faire? L'impunité. L'impunité a été garantie par qui? Les magistrats qui ont fermé les yeux, qui n'ont pas fait leur travail correctement. Donc, là aussi, la restructuration de la justice, la restructuration de notre armée qui se poursuit, effectivement, Dieu a permis, c'est vraiment la main de l'Éternel qui permet à ce qu'en ce moment ici, nous puissions constater qui sont avec nous ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, on le sait, on le voit. Des personnes à qui on a fait confiance, alors qu'il fallait les écarter. Alors, si on les avait écartés, sans toutefois que le peuple puisse comprendre ce qui c'était au fond, les gens allaient crier, les commentateurs allaient dire ci, allaient dire ça. Aujourd'hui, tout est évident pour tout le monde. Les mauvaises herbes sont en train d'être déracinées et un travail de profondeur va être fait pour requinquer notre armée. Et c'est avec une armée forte qu'on va parvenir à garantir notre paix. Donc voilà, moi de formation, j'ai fait des relations internationales, mais je crois surtout aussi à la force. Donc voilà, ce n'est que comme ça qu'on va parvenir à nous garantir une sécurité à longue durée. Mais là, vous venez de vanter les actions au niveau international, les actions diplomatiques effectuées par le chef de l'État, l'accord de Washington, l'accord de Doha qui sera d'ici là signé, mais en interne. En interne, il y a des problèmes. Comment résoudre cette crise entre Congolais? Il n'y a pas de crise entre Congolais. Elle est due à quoi? Moi, Parce que chaque Congolais, il y a de ces Congolais aussi qui ont besoin que leur point de vue soit accepté. C'est comme le schéma de la Cinco et c'est ce pacte social.
dont la majorité des acteurs politiques soutiennent cela. Majorité. Laquelle? Ils sont minoritaires. Et même si c'était une majorité en ce moment ici, en tant qu'acteur politique congolais, ils seraient majoritaires en tant qu'acteurs politiques, mais minoritaires sur le plan de l'ensemble du nombre de Congolais. Donc, sur le plus de la centaine de millions qu'on est, ils sont combien? Donc voilà, même pas un écran de cheveux. La vérité est que ce sont des personnes qui savent que dans la démocratie actuellement définie, que le peuple connaît très bien ce qu'ils sont maintenant. Or, la démocratie, c'est quoi? Des débats, des idées, ensuite des élections. Ceux qui vont remporter ces élections auront la charge de diriger. Et ceux qui auront échoué seront là pour observer et dire ceci, cela n'est pas bien fait et tout. Ce sont des personnes qui refusent d'assumer leur rôle dans la démocratie qu'ils ont voulu. Moi, je ne suis plus très démocrate. Mais ce sont des personnes qui sont mal à l'aise avec la démocratie qu'ils ont voulu. Voilà. Donc, d'assumer le rôle d'opposants. Puisque c'est quoi? Ce ne sont pas des politiciens. Ça n'a jamais été des politiciens. Pour la plupart, ce sont des commerçants. Et le peuple, c'est une forme de marchandise, d'arguments, marketing dans la bouche pour se faire de l'argent. l'argent. Ils veulent Ils veulent les Congolais entre eux se parlent. Parce que là, vous allez parler avec l'étranger, mais entre Congolais, il faudra aussi résoudre. Je vais vous poser, cette crise. je vais vous poser une question. Mais ici, le rôle, c'est à vous de poser la question. Donc, je pose la question à ceux qui nous regardent, mais surtout à ces messieurs-là aussi. On va parler autour de quoi? C'est quoi le problème? Les causes profondes de la crise sécuritaire dans l'Est. Effectivement, j'entends ces verbatims, cause profonde. Quelle est cette cause profonde? L'une des causes profondes. Laquelle? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de cause profonde. Laquelle? Il n'y a pas de cause Laquelle? profonde. Qui nous explique, qu'ils énumèrent. Donc, Parce il y a un que chef ces de l'État. rébellions ont toujours changé des formes, des noms et consorts. Parce qu'aujourd'hui, c'est le M23, c'est l'AFC. Et demain, peut-être, il y aura encore une autre forme de rébellion qui va encore se créer. Est-ce qu'il ne faut pas que les gens se mettent ensemble pour éradiquer, dire que non, on s'arrête avec l'AFC, il n'y aura plus, absolument pas. On peut éradiquer ces rébellions comme ça que le pays vive dans la paix. Même si l'étranger vient aujourd'hui, on acquise le Rwanda, mais il y a des Congolais qui sont aussi derrière. Madame. Dans l'AFC, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. La République, c'est avant tout un régime d'autorité. Ce n'est pas ces régimes où, parce que voilà, il y a le feu par-ci, par-là, on va faire asseoir des communautés pour parler et tout, non. Pourquoi? Puisque la République, c'est un bien qui appartient à tout le monde. Donc, vous ne vous levez pas pour commencer à tuer, pour commencer à matraquer des gens, et puis, voilà, l'autorité de l'État vient et tout, tu peux un peu calmer, tu peux un peu faire ci, non. L'autorité de l'État va sanctionner par rapport aux lois définies dans la nation. C'est ça. Donc, nous ne sommes pas dans une forme de nation anarchique. Ces messieurs-là, ils n'ont qu'à attendre les élections. C'est ça. Cause profonde, qu'est-ce qu'ils attendent à l'arrivée? On vient, on parle, on dresse une table, on donne les maillets pour présider au CNCOSCC. Non, c'est dit de vérité sur la crise sécuritaire. Quelle vérité? Quelle vérité? Peut-être des vérités que vous ignorez, que les autres savent. Absolument pas. Ils ont des choses à dire. Il y a des choses qu'il faudrait se dire en face. Si vous avez des choses à dire, on voit. Vous pensez que vous avez le monopole, l'UDPS a le monopole de résoudre la crise sécuritaire à l'Est. Mais la question est simple, nous sommes dans une démocratie, l'actuel chef de l'État a été élu, nous avons un parlement qui a été élu. Donc vous n'allez pas dire aux gens, renvoyons tout ce monde à la maison et mettons une table, parlons, selon quel cadre, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas qu'avec les politiciens, mais avec les communautés, il y a des chefs coutumiers, les Congolais, il y a plusieurs souches des Congolais qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous savez, en temps de guerre, monsieur Larousse, c'est beaucoup. Oui, mais on peut aussi, pendant que nous y sommes, rouvrir la conférence nationale souveraine, pendant que nous y sommes, puisqu'on ne peut pas respecter les textes. La question, c'est que quand il y a un fou quelque part, sa tête a mal tourné, il commence à canarder, à tuer les gens, à piller nos ressources, à faire violer les femmes de chez nous. On dit non, il faut parler avec lui. Qu'est-ce qu'il veut? On lui donne ce qu'il veut pour qu'il se calme. Et c'est un mécanisme et c'est un schéma défini. De manière tacite, vous définissez une certaine forme de constitution anarchique pour une nation qu'on veut anarchique. Absolument pas. La nation, elle est démocratique. Il y a des normes. Vous respectez les normes ou vous vous mettez à l'écart de la société. C'est ça. Donc, moi je vais dire à ces gens-là, au Lingankoï, ces Sanga qui passent leur temps à expliquer que cause profonde, il n'y a pas de cause profonde. La question c'est Kagame qui attaque et qui arme le Congolais naïf pour nous attaquer. Donc voilà. Celui-même qui était venu avec le Rwandais avait dit à un moment donné, vous voulez qu'on me le dise dans quelle langue? Il n'y a pas de Congolais, c'est le Rwandais qui nous agresse.
mais qui arme des Congolais. C'est lui qui était venu avec eux, Laurent Désiré Kabila. Les images sont là. Donc, tous les autres là, effectivement, sont des hommes de Kagame. Vous avez vu à Doha, qu'est-ce qu'il avait été faire là-bas, lui, Biruta, le ministre de l'Intérieur du Rwanda, si effectivement ce gens-là étaient Congolais. Voilà. Donc, c'est comme une entreprise. Vous voyez ici une banque dénommée quelconque, mais le fonds sont étrangers. Mais parce que le DG, il est congolais, vous allez dire que c'est une banque congolaise? Non. Donc, il faut comprendre les choses. La cause profonde, la vraie cause profonde, c'est le Rwanda. Et nous, comme les chefs avaient dit, nous l'avons obtenu. Aujourd'hui, ils ne martèlent plus. Les autres, là, ils n'en parlent plus. Ils disent, c'est avec le Rwanda que je vais trouver une solution. Je veux que le Rwanda cesse. Et les autres, là, ce sont ses représentants. Voilà pourquoi il préfère signer des accords à Washington et à Doha, parce que là, il sait que c'est le Rwanda qui est impliqué effectivement, c'est ça la raison. La source, c'est le Rwanda. Donc voilà. Donc si on finit avec le Rwanda, le problème de la crise sécuritaire en RDC prend aussi fin. Mais vous avez vu, Corneille Nangaa, lorsqu'il a lancé ce mouvement, il lance son mouvement et puis il dit « Je suis allié au M23 ». M23, c'est quoi? C'est le nom d'une opération rwandaise, le nom d'une opération des RDF en RDC. C'est lui qui en parle d'ailleurs mieux, c'est le président sud-africain qui dit que les RDF, c'est une milice. L'armée rwandaise, c'est une milice. Donc voilà. Et vous allez négocier avec des gens comme ça, mais c'est encore faire entrer des satellites du Rwanda dans l'administration. C'est encore permettre à ces gens-là de recommencer le travail, de faire croître les réseaux d'espions qu'on est en train de démanteler en ce moment ici. Or, c'est en ce moment ici qu'on ne peut plus permettre que des choses pareilles puissent revenir. Donc, des gens qui sont à la solde du Rwanda, des gens qui normalement devaient se retrouver en prison, qui ont versé le sang de l'autre, des gens comme des Sessanga et tout. Donc voilà. Ils n'ont pas leur place, ils n'ont plus leur place dans la nation qu'on est en train de construire. S'ils veulent avoir une place qui se conforme avec la loi. Mais lorsque la justice viendra, par exemple, pour ceux qui auraient pris des armes et dû verser le sang de l'autre, mais ils devront répondre de leurs actes. Voilà. Afin que nous puissions dire à ceux de la jeune génération qui vont venir en politique, que ce n'est pas la voie à suivre, puisque si vous suivez cette voie, regardez comment vous allez terminer. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans l'accord qui sera signé à Doha entre la RDC et les mouvements rebelles, vous pensez qu'on peut encore revivre le mixage? Absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est la croix et la bannière. Absolument pas. En politique, on ne sait jamais. Non, moi, je dis, absolument pas, madame. Il n'y aura plus de brassage et de mixage. Ça, les chefs de l'État étaient clairs et nets sur cette question. Dès le départ, c'est comme ça qu'on avait fait, d'un côté, le processus de Nairobi et de l'autre, celui de Luanda. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu mutation. Le processus de Nairobi, ça même les négociateurs au Qatar, les modérateurs au Qatar, ils les disent. Hein. Ce qui se passe à Doha, c'est la suite de ce qui avait été fait à Nairobi. Donc voilà. Eux, ils avaient dit, non, le processus de Nairobi ne nous intéresse pas au bout. Ah bon? Par détour, on les a eu là-bas. Ils sont là. Et Kagame avait fui à Luanda. Au final, ils ont signé à Washington. Et il est attendu à Washington. Donc il devra se rendre là-bas, qu'il ne le veuille pas. On est allé d'aller au bout. Et le chef de l'État sait que par rapport au projet de la montée en puissance de l'armée qu'on est en train de construire, qu'il est hors de question qu'on puisse laisser des éléments perturbateurs, des éléments à la solde de Paul Kagame, rentrer encore dans notre armée, puisqu'ils vont recommencer le travail de noyautage. Donc voilà, on est passé à la lisière du chaos, madame. Si vous voyez la stature de ceux qui travaillaient pour l'ennemi, c'est des histoires à faire froid dans le dos. Mais on était confiants en notre foi en la nation, surtout en notre foi en l'Éternel, qui nous a préservés de l'abîme. Et aujourd'hui, on sort renforcé, puisque notre détermination, notre amour pour servir la patrie n'a jamais été double. On est droit. Et notre volonté pour reconstruire cette nation n'est pas pour nos propres intérêts, mais c'est pour notre attachement profond à la patrie. C'est ça, on ne fait pas les choses pour nous. J'étais dans un forum avec quelques congressistes américains et quelques lobbyistes américains ont parlé de la question du deal entre la RDC et Washington. Ils disaient, ce sont les députés américains et sénateurs, ils disaient, la manière dont votre chef de l'État a négocié les deals entre le Washington, entre les USA et la RDC, ça n'avait jamais été vu en Afrique. Aucun chef d'État a négocié des choses comme ça. Et il s'est assuré
lui et le président Trump se sont assurés que ça soit fait pour des générations et des générations de nos peuples. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui travaille pour son propre bénéfice. On voit bien là l'idéologie de ce qu'on a appris à l'UDPS auprès de notre commandant en chef qui était le docteur Etienne Tshisekedi. Ben, puisqu'on parle de la crise sécuritaire dans l'Est, il y a un procès contre Joseph Kabila. La prochaine audience est fixée au 7 août prochain. C'est le vendredi, si je ne me trompe pas, le vendredi prochain. Vous suivez ce procès? Et je le suis. Comment vous le trouvez, Joseph Kabila? La République a raison de suivre Joseph Kabila parce que de son côté, dans sa famille politique, on dément. C'est comme un scénario. Joseph Kabila n'est pas impliqué dans tout ce qu'on l'accuse. Je le suis avec intérêt. Chaque Congolais devait suivre ces procès avec intérêt. Mais après, il y a certains qui n'ont pas compris et certains qui peuvent encore être embrouillés au fait. C'est pas un élément de pression parce que je recevais quelqu'un sur ce plateau qui disait que c'est un élément, le procès de Joseph Kabila apparaît comme un élément de pression pour Doha. S'il y a des gens qui ont considéré que la politique était un jeu d'acteur où il faut s'amuser, de tenir des postures, venir jouer, moi, dans ma conception, je ne suis jamais venu pour jouer en politique. Ces messieurs-là ont fait beaucoup de mal à notre nation. Et le chef de l'État, là encore, il est resté droit. Il sait comment est-ce qu'il faut déraciner le mal et qu'il faut rétablir la vérité. C'est dans un procès qu'on rétablit toute la vérité, qu'on apporte des éléments. Les premiers à dire, à expliquer à notre peuple que Joseph Kabila était à la tête d'un M23, c'était qui? L'honorable Augustin Kabouya. Là encore, on l'avait traité de tout le nom d'oiseau. Après, l'excellence Jean-Pierre Bemba l'a dit, on l'a traité de tout le nom d'oiseau. Le chef de l'État l'a annoncé, on a dit ce qu'on voulait dire. Mais je ne sais pas si vous lisiez tout ce qu'il y a comme rapport des experts des Nations Unies. Vous n'allez pas dire qu'ils ont été corrompus par l'honorable Augustin Kabouya, ces experts des Nations Unies. Vous n'allez pas dire qu'ils ont été instigés par l'excellence Jean-Pierre Bemba. On ne va surtout pas dire qu'ils sont aux ordres du chef de l'État. Après, voilà, puis, il parle des communications, il parle des connivences, il parle des allers-retours à Kigali, effectivement. Et son comportement même le prouve à suffisance. Il n'a jamais condamné les moindres formes de massacre contre notre population, de viol, de violation, tout c'est ça, des pillages, jamais. Mais c'est quelqu'un... Non. On part dans le fait qu'ils sont factuels d'abord. Un chef de l'État qui était très à l'aise de faire de brassage et des mixages. Joseph Kabila avait concédé une partie de la République au CNDP, au RCD, au M23, il avait concédé. C'est ça, les gens ne veulent peut-être pas les dire. Il avait concédé. Il avait signé. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi est-ce qu'il avait laissé partir cette partie de la République, puisqu'il citait à ces gens à lui. Donc, comme c'était donné Kingakati, il a voulu se donner aussi une partie de la nation. Et ces gens-là, puisque ces accords qu'ils avaient signés avec Kabila ne sont pas respectés, ils viennent attaquer. Quels accords? Non, on les reconnaissait l'autonomie de la partie est de la République. Puisque ces accords ne sont pas respectés, ils attaquent. Aujourd'hui, le même Kabila qui avait signé ces accords avec eux vient derrière eux. On explique par la voix de Kikaya, il dit Joseph Kabila est dans la même lignée idéologique que le M23. Vous comprenez que tout est net. Mais après, nous, on a des éléments. S'il dit qu'il n'est pas membre du M23, s'il dit qu'il n'agresse pas la République, mais qu'il vienne ou qu'il envoie ses avocats avec ses éléments. C'est pas ce qui est fait. Normalement, ce monsieur devait être jugé depuis très longtemps. Mais on dit que le Dieu que nous servons a aussi un nom qu'on appelle temps. Et le temps prouve à suffisance qui est qui. Donc voilà. Un mot, parce que nous sommes aussi à la fin. Il y a aussi un autre procès, Constant Moutamba. Et il y a un communiqué qu'il a signé aujourd'hui. Constant Moutamba recuse 2 juges de la composition de ce procès. Alors, il dit entrer d'user de tout ce qu'il a comme moyen à sa position pour se défendre. Donc, ce qui est intéressant, j'ai entendu, mais je parle en imparfait, hein, que c'est la présidente de la République qui a voulu que ces procès soient diffusés. Il y a là une volonté que la vérité soit établie pour tout le monde, que chacun puisse voir ce qui s'est passé. Puisque parfois, quand le chef de l'État se déplaçait, on entendait des gens dire, chanter les noms de Moutamba et tout. C'est un procès, effectivement, qui n'est pas mince. Vous suivez même sur les réseaux sociaux, vous voyez au niveau africain comment les gens suivent ces procès. Et ça sera clair pour tout le monde. Il a présenté ses moyens, on a entendu les experts, on a vu la manière dont le juge se comporte. Et certains
de caciques de la nation sont appelés à témoigner. C'était un procès qui mobilise beaucoup de ressources. Donc, à l'issue de ces procès, on saura, est-ce que c'était vraiment un complot? Est-ce qu'il est poursuivi par rapport à ce qu'il a amené comme souffle, comme vent dans notre appareil dans notre appareil judiciaire, je voulais dire, pardon, où il a effectivement commis des forfaits qui doivent justifier une quelconque forme d'incarcération voulue ou des condamnations attendues par ailleurs. Donc voilà. À ce stade, chacun comprend effectivement. Vous le croyez innocent? En tout cas, moi je vois le ministère public avoir beaucoup de mal à prouver ce qu'ils ont affirmé au départ. Voilà. Et c'est bien regrettable, puisqu'il y a des gens qui en ce moment ici se retrouvent dans une position où on voit qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour les attraper la main dans le sac, des comptes qui ont été trafiqués, l'argent qui avait été sorti, mais jusque-là ces DG ne sont pas poursuivis. Certains ont été entendus à l'Assemblée nationale. On les a vus nous expliquer comment est-ce qu'ils ont construit des ascenseurs dans nos aéroports à hauteur de 7 millions. Mais ces DG-là n'ont pas été inquiétés. Il n'y a pas de poursuite. Bon, pour quelqu'un... Un membre de l'UDPS qui n'a jamais aussi été poursuivi, Nicolas Kazadi, parce que surtout lui, il avait fait des affirmations. Ça aussi, ça blesse la population. On voit Constant Moutamba dans les juges. Madame, ne croyez pas si vous dites membre de l'UDPS que moi je vais être là pour prendre la défense de qui que ce soit. Même si c'était mon propre frère qui avait commis un forfait ou quelque chose qui demandait qu'il puisse passer à la justice comme il le fallait, moi, de mon bureau, il sortira mais non au poignet. Donc voilà, je ne défendrai jamais quelqu'un qui casse la nation, qui soit en train de détourner, qui soit en train de tuer comme le font les gens de Kabila ou Kabila lui-même. Absolument pas. Donc il faut respecter la République. Cette nation a tant souffert, il est temps pour nous de travailler avec intégrité pour la remonter là où elle doit aller. Bon, parce qu'il y a certains Congolais qui souhaitent un jour avoir Nicolas Kazadi aussi être poursuivi par rapport notamment à ces allégations, parce qu'il avait expliqué comment quand l'argent des fonds publics vient, ça se partage d'abord entre politiques. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez écouté, je recevais sur ce plateau monsieur Larousse Mouya, qui est membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi. Bonne suite de programme sur A30 Télévision. Suivez-nous en ligne. Nous sommes sur le www.actu30.cd. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetu bamuke wa À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.